La première chose que je voulais peut-être dire, c'est que si un constitutionnaliste, ou une d'ailleurs, a son mot à dire sur ce sujet, c'est d'abord tout simplement parce que les très nombreuses actions dont Christian a parlé sont des actions qui, pour la plupart, sont menées devant les États, et pour l'essentiel d'entre elles. Peut-être d'ailleurs en raison des failles structurelles bien connues du droit international lui-même. Et bien que des grands textes internationaux soient mobilisés dans le cadre de ces contentieux nationaux, on ne perdra pas de vue le fait que c'est bien une Cour constitutionnelle qui a rendu l'arrêt qui nous réunit aujourd'hui, et que c'est vraiment devant les États-nations, si je puis dire, que sont déployées un certain nombre de plaintes pour inactions étatiques, justement, en matière de climat. Donc c'est ce qui fait que, me semble-t-il, en première intention, il est relevant ou pertinent de parler à partir du prisme constitutionnel. C'est ma première remarque. Deuxième remarque liminaire, et je vais essayer d'être le plus synthétique possible, il ne faut pas perdre de vue que si les juridictions constitutionnelles rendent des décisions, et Christian nous a bien dit que les juges administratifs ont pris le relais dans un certain nombre de pays quand ces juridictions existent en ordre séparé, il ne faut pas perdre de vue que se posent quand même des questions de légitimité, hein, qu'on ne doit pas traiter par-dessus la jambe. Je veux dire par là que la légitimité des juges, elle se déploie très différemment selon les espaces territoriaux et selon les États eux-mêmes. Tous les juges ne sont pas élus, tous les juges ne sont pas nommés, la séparation des pouvoirs ne joue pas à plein de la même manière dans tous les États pourtant impliqués par des engagements climatiques, et ce point me semble très important, d'autant que, et c'est un autre aspect lui aussi important, les politiques climatiques des États elles-mêmes reposent sur des considérations de conjoncture, de structure, de disponibilité des ressources, qui font que les enjeux, le point de départ, si je puis dire, les objectifs à atteindre, pour être les mêmes, ne renvoient pas au même champ de contraintes, d'un certain point de vue, selon les États. Je crois que c'est aussi très important de le dire, de manière à ne pas peut-être universaliser trop rapidement et de manière peut-être trop joyeuse cette très belle décision et très encourageante décision de la Cour de Karlsruhe. Ça, ce sont pour les points liminaires, si je puis dire. Ensuite, si vous me le permettez, entrons un tout petit peu dans le détail de la pertinence constitutionnelle de ce que je voudrais vous dire ici. J'ai parlé d'une forme évidemment, de révolution copernicienne, vous l'aurez compris, hein, révolution copernicienne qui est en route, dont Christian et Émilie nous ont donné déjà quelques linéaments ou quelques fragments, et je voudrais quand même y revenir à partir de la notion de limite. Et cette notion de limite, je la crois d'une extrême importance, au-delà même de ce qui n'est bien sûr pas une métaphore, mais de ce qui n'est qu'un point d'entrée dans notre conversation, à savoir la limite, évidemment prévue par l'accord de Paris, à 1,5 degré, maximum 2 degrés. Et cette notion de limite, elle est centrale. Pourquoi? Parce que si je mets en avant les espaces constitutionnels en tant qu'ils seraient encore aujourd'hui pertinents, c'est tout simplement parce que les limites auxquelles nous sommes confrontés sont plus facilement préhensibles ou susceptibles d'être appréhendées dans l'espace constitutionnel aujourd'hui que dans l'espace international, pour des raisons sur le détail desquelles je ne m'appesantirai pas maintenant. Mais pourquoi sont-elles plus faciles à intégrer? Tout simplement parce qu'il existe ce qu'on peut appeler, et je ne voudrais pas que ça semble trop fumeux ou trop abstrait, une forme d'anthropologie constitutionnelle, si vous voulez, qui se traduit par le fait que généralement, dans les constitutions libérales, on magnifie les droits, on parle beaucoup de la garantie des droits historiquement, mais le plus souvent, c'est dans une acception très mal comprise, parce qu'en réalité, faire constitution, pour l'instant, c'est à l'échelle des États-nations, et puis lorsque Kant aura de beaux jours devant lui autour d'un projet de paix perpétuelle auquel Christian et beaucoup d'autres tiennent infiniment, évidemment, mais dans le cadre d'une chaire pour la paix, il faut en parler. Lorsque Kant aura un beau jour devant lui, on s'apercevra que l'espace constitutionnel peut se dilater et se déployer structurellement en dehors de l'État-nation, évidemment, c'est tout l'enjeu. Mais en tout cas, anthropologiquement, personne ne peut perdre de vue le fait que faire société politique à travers un contrat social, aujourd'hui revisité à l'aune de contraintes tout à fait inédites, c'est tout simplement accepter deux ordres de limites dans nos droits et libertés. Donc, pardon d'être un peu, de jouer la carte provocatrice de la réversibilité, de la révolution copernicienne, mais je considère aujourd'hui, et ça a été d'ailleurs dit en filigrane par Christian, puis surtout peut-être par Émilie, ce qu'on appelle la garantie des droits, se doit d'être, ou en tout cas nous impose de retravailler à partir d'une typologie des droits fondamentaux qui oblige à ne jamais perdre de vue la double limitation que nous avons acceptée lorsque nous avons décidé de faire société politique. Cette double limitation
Elle est évidemment cristallisée parfaitement bien dans les articles 4 et 5 de la DDHC. Ce sont les droits d'autrui, le fait de ne pas nuire à autrui, que ce soit d'ailleurs individuellement ou collectivement. Et c'est aussi ce qu'on peut appeler la nuisance sociale, c'est-à-dire d'un certain point de vue le trouble à la société qui pourrait porter atteinte à la paix sociale que nous recherchons à travers le contrat politique. Cette double limitation, que les spécialistes de droit des libertés qualifient de limitation horizontale et verticale d'un certain point de vue, il se trouve qu'elle était, j'allais dire non pas comme un ver dans le fruit, mais comme une promesse inscrite dans les contrats politiques des sociétés libérales au XVIIe, XVIIIe siècle, mais qu'en réalité, et c'est tout le problème, techniquement, il faudrait relire Gunther Anders pour bien le comprendre, ou Jonas évidemment, auquel il a été fait allusion, c'est qu'en réalité, le problème est que tout simplement, nous avons soigneusement éjecté, pour l'essentiel, du débat public, ce qu'est un vrai besoin, ce qu'est le droit à la vie, c'est-à-dire ce qui est véritablement ontologiquement au centre du dispositif de ces constitutions primaires, si je puis dire, et nous avons éjecté ces éléments-là en nous laissant évidemment envahir par des promesses techniques. C'est pour ça que je vais vous dire dans un instant ce que défossiliser la démocratie suppose ou implique de mon point de vue. Et ces promesses techniques, si vous voulez, elles sont évidemment pour le coup plus qu'un ver dans le fruit. Ce sont les fausses promesses d'un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'au fond de tout cadeau, il y a un piège. Et le piège, véritablement, voilà comme un retour du refoulé, nous y sommes confrontés aujourd'hui. Et je tiens d'ailleurs à dire que la question climatique n'est elle-même qu'un aspect d'une question de limites beaucoup plus grande que ça, puisqu'il ne faut jamais perdre de vue le fait que des alternatives technologiques comme celles qui montent en puissance dans l'espace économique qui est le nôtre sont souvent un miroir aux alouettes. Je vous donne un exemple que les Allemands connaissent aussi bien que les Français. Le déplacement du parc thermique sur un parc électrique en matière de voitures, c'est une illusion d'optique pure et simple. Donc, si on ne rebat pas les cartes à l'aune d'une acceptation des limites climatiques, mais dans un contexte beaucoup plus global qui inclut le droit à la vie, bien sûr, la biodiversité, les grands équilibres écosystémiques, nous n'aurons pas une vision d'ensemble satisfaisante, véritablement. Donc on ne peut pas extraire la question climatique d'un ensemble plus vaste. Et d'où ma réflexion sur les limites anthropologiques auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. J'y crois beaucoup et je voudrais poursuivre avec quelques mots très rapides sur la défossilisation dans la double acception du terme que je propose de la démocratie représentative. Première remarque, défossiliser, ça veut dire, et c'est tout à fait au cœur de notre sujet, sortir des énergies fossiles, on l'aura compris. Je doute qu'à l'échelle planétaire, ce soit autre chose qu'une utopie. Je me souviens d'un livre de Gérondeau qui me glaçait le sang quand je le lisais, et qui disait en gros que jusqu'à la dernière goutte, on consommerait tout ce qui est disponible. Je ne dis pas qu'il le faut, je le redoute évidemment, mais je crois que sous cet angle-là, il faut se méfier quand même de certaines utopies. Mais ce n'est pas tellement mon sujet. Mon sujet, c'est que défossiliser la démocratie, c'est comprendre que les démocraties représentatives sont nées si je puis dire, en lien avec un certain nombre d'avancées techniques au XVIIe, XVIIIe siècle, et évidemment, la représentation telle que nous la concevons en démocratie est là pour privilégier un certain nombre d'intérêts bourgeois propulsés par le moteur à explosion, si vous me permettez cette expression. Là, je parle d'intérêts bourgeois. Pardonnez-moi. Ça va pas. Je suis un odieux anticapitaliste. Oui, oui, je le suis à certains égards. Je n'ai aucune difficulté pour dire cela. Simplement, la défossilisation de la démocratie, c'est un autre sujet aussi. C'est le fait de faire sortir la démocratie constitutionnelle et représentative de l'ornière dans laquelle on l'a placée. Car, comme par hasard, à travers l'inaction des États, dans les 1500 ou 1600 actions qu'on voit se déployer de par le monde, ce qui est en cause, ce sont aussi les appareils législatifs d'un certain point de vue et les gouvernements. Autrement dit, c'est un système de représentation qui nie les intérêts fondamentaux de la société civile d'un certain point de vue et qui visiblement privilégie des intérêts qui sont, je dirais pas contre-productifs, mais qui ne font plaisir qu'à certains au détriment du vital ou des éléments absolument fondamentaux. Donc défossiliser la démocratie, ça veut dire aussi, me semble-t-il, trouver des alternatives à la démocratie représentative classique. Et cela me semble absolument central. Un dernier point peut-être, car je ne veux pas abuser du temps de parole qui m'est généreusement octroyé, un dernier point peut-être pour revenir sur un élément qui est central dans la décision de la Cour et dont Émilie a remarquablement bien parlé. C'est la question de la hiérarchie des valeurs. Je crois qu'il faut impérativement comprendre que
le holisme qui nous est promis, que je qualifie de post-contemporain, il a deux caractéristiques. Sa première caractéristique, me semble-t-il, c'est qu'il ne peut pas faire abstraction de la nécessité de s'inventer un nouveau récit national et international. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas de constitution sans un idéal, sans une histoire qu'on se raconte et un récit qu'on décide de construire en commun. Ça, c'est un premier point. Et sous cet angle-là, pardonnez-moi ces références, mais on ne peut pas faire confiance à des cosmologies anciennes, c'est-à-dire qu'il faut à la fois rester libre, accepter l'individualisme contemporain, mais le dépasser. Donc réinscrire l'individu dans un interdépendant, dans un cadre vivant. Et ça veut dire d'ailleurs tout simplement que le droit de l'environnement est forcément déclassé. Je veux dire par là que le droit de l'environnement est mort au profit effectivement d'un droit transgénérationnel, du droit du vivant. Il va falloir rebaptiser le droit de l'environnement puisque pour l'instant, l'environnement avait été considéré comme la variable d'ajustement de nos propres désirs ou plaisirs et comme ce qui nous environnait, pour reprendre la sémantique elle-même. Or, c'est un droit du milieu ou des milieux qu'il faut désormais promouvoir, me semble-t-il, à multifacettes, évidemment, dont Émilie a très bien parlé de différents aspects dans sa thèse, mais qu'il faut évidemment encore ramener à des problématiques post-contemporaines. Mais je parle de holisme ici, vous voyez, dans une acception qu'il faut bien comprendre, qui nous oblige à repenser les articulations fines entre les parties que nous constituons, nous, et le tout, cet ensemble dont nous dépendons étroitement. Et ce holisme post-contemporain, évidemment, il doit s'opposer farouchement à un individualisme, y compris entrepreneurial, mal compris. Et c'est presque la fin de mon propos à travers deux remarques. La première, le temps d'une sorte d'opposition frontale entre l'économie et l'écologie est évidemment révolu, et j'en veux pour preuve le fait qu'en réalité, il y a tellement de façons d'entreprendre que le réchauffement climatique peut-être permet à certaines multinationales de s'enrichir, mais en réalité pose à d'innombrables entreprises, comme le rapport Stern en 2006-2007 l'avait bien expliqué déjà, des problèmes très considérables. Donc ça veut dire que sous l'angle d'une logique si je puis dire, de séparation des problématiques, on ne peut même plus considérer que c'est la liberté d'entreprendre contre le reste du monde ou l'inverse, puisque en réalité, tout est traversé par ces perspectives climatiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point très important, me semble-t-il, c'est l'indispensable hiérarchisation à laquelle la Cour commence à se rallier. C'est-à-dire que la Cour sort d'un débat qui a structuré l'interprétation des constitutions libérales pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, qui est le débat de la proportionnalité et de la conciliation. Or, je crois qu'à partir du moment où, et c'est ce que nous dit la Cour en filigrane, à partir du moment où on considère que les dangers pour la paix et pour la survie de l'espèce humaine inhérents à une montée en puissance du réchauffement planétaire à 3, 4, pourquoi pas 4, 5 ou 6 degrés, non seulement les dangers pour la paix et les risques de barbarie sont immenses, mais surtout ça nous fait prendre conscience du fait que la protection de l'environnement dans un sens, dans une acception large, la protection des conditions de vie sur Terre, c'est quelque chose qui est incommensurable. Tout à l'heure, Émilie a évoqué la thèse d'Éric, la très belle thèse d'Éric à propos de l'irréversibilité. Eh bien, en face de l'irréversibilité, j'évoquerai ou invoquerai l'incommensurable. Incommensurable qui fait que désormais, nous sommes obligés de penser nos espaces constitutionnels sous le primat d'une sorte de domination du vivant, si je peux dire. C'est ce que j'appelle, moi, l'écocratie ou le pouvoir de la maison commune. C'est encore autre chose que la biocratie. Évoquée par certains, l'écocratie, c'est le fait d'accepter que nous dépendons en réalité des conditions d'habitabilité de la planète. Et ça, si vous voulez, sous l'angle d'une supraconstitutionnalité, c'est aussi imparable que l'intergénérationnel. Et je veux dire par là que c'est la fin des conciliations tièdes. C'est la fin des variables d'ajustement et de cette sorte de droit de l'environnement vécu systématiquement comme une caution d'un développement mal digéré ou mal compris. Et sous cet angle, les avancées de la Cour en matière de hiérarchie des valeurs ou des droits sont des avancées que je considère personnellement comme absolument majeures. En gros, il faut désormais faire en sorte que notre interprétation des droits et libertés soit traversée par la domination du vivant et des conditions même de possibilité du reste. Autrement dit, on ne concilie plus des valeurs qui, dans un développement durable mal compris, reviendraient finalement à ces petits arrangements qui font la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On est obligé de considérer que le pilier économique ne peut être appréhendé qu'à l'aune de la domination d'une instance supérieure, si je puis dire, qui reste à interpréter et à habiter, qui est
liées aux conditions même de possibilité du vivant. Et si on veut continuer à parler de droit ensemble, eh bien, j'ai envie de vous dire que le droit suppose tout simplement le vivant, et c'est pas l'inverse. Et il sera toujours plus simple de faire changer les règles de droit que les règles de la physique ou les règles de la chimie sur Terre.